Le souci de notre intérêt et de notre bonheur privé semble être aussi, dans bien des occasions, un principe d'action très louable. On suppose généralement que les habitudes d'économie, d'industrie, de précaution, d'attention et d'application de l'esprit sont cultivées pour des motifs d'intérêt personnel, et en même temps, elles sont des qualités grandement dignes d'éloge, qui méritent l'estime et l'approbation de tous. Le mélange d'un motif égoïste, il est vrai, semble souvent ternir la beauté. Des différents systèmes qui ont été formés concernant le principe de l'approbation. Après l'enquête sur la nature de la vertu, l'autre question importante dans la philosophie morale concerne le principe de l'approbation, le pouvoir ou la faculté de l'esprit qui nous fait trouver certains caractères agréables ou désagréables, préférer une ligne de conduite à une autre, nommer la première bonne et l'autre mauvaise, considérer celle-là comme l'objet de l'approbation, de l'honneur et de la récompense, et celle-ci comme objet du blâme, de la censure et du châtiment. Trois explications différentes du principe de l'approbation ont été données. Selon certains, nous approuvons et nous désapprouvons nos actions et celles des autres à partir de l'amour de soi uniquement, ou à partir de la considération de la tendance de ces actions à faire notre bonheur ou notre malheur. Selon d'autres, la raison, cette même faculté au moyen de laquelle nous distinguons entre ce qui est vrai et faux, nous rend capables de distinguer entre ce qui est approprié et inapproprié dans les actions et les affections. Selon d'autres, encore, cette distinction est entièrement l'effet d'un sens ou sentiment immédiat, et née de la satisfaction ou du dégoût que nous inspire la considération de certaines actions ou affections. L'amour de soi, la raison et le sentiment sont donc les trois sources différentes qu'on a assignées au principe de l'approbation. Avant de donner une présentation de ces différents systèmes, je dois observer que la réponse à cette seconde question, si elle est de la plus grande importance pour la spéculation, ne l'est pas pour la pratique. Dans beaucoup de cas particuliers, la question de la nature de la vertu a nécessairement quelque influence sur nos notions de bien et de mal. La question du principe de l'approbation n'a peut-être pas le même effet. Examiner à partir de quel arrangement ou de quel mécanisme intérieur ces différentes notions ou sentiments naissent n'est qu'une affaire de curiosité philosophique. Des systèmes qui déduisent le principe de l'approbation à partir de l'amour de soi. Ceux qui expliquent le principe de l'approbation par l'amour de soi ne le font pas tous de la même manière, et il y a beaucoup de confusion et d'imprécision dans leurs différents systèmes. Selon Hobbes et nombre de ses partisans, l'homme est conduit à chercher refuge dans la société, non par un amour naturel qu'il éprouverait pour ses semblables, mais parce que sans l'assistance des autres, il serait incapable de subsister dans le bien-être et la sûreté. La société, selon cette explication, lui devient nécessaire, et tout ce qui tend à l'intérêt et à la prospérité de la société, il le considère comme tendant indirectement à son propre intérêt. Au contraire, tout ce qui peut la perturber ou la détruire, il le considère comme étant dans une certaine mesure nuisible et pernicieux à son propre intérêt. La vertu est le grand soutien de la société humaine et le vice son grand ennemi. La première est donc agréable à chaque homme, le second désagréable. Dans la première, il entrevoit la prospérité, et dans le second, la ruine et le désordre de ce qui est si nécessaire au confort et à la sécurité de son existence. Comme je l'ai observé dans une autre occasion, on ne peut donner que la tendance de la vertu à promouvoir l'ordre de la société et celle du vice à le perturber, leur donne une très grande beauté d'un côté et une très grande difformité de l'autre. Quand on les considère calmement et philosophiquement, la société humaine, quand nous la contemplons d'une manière abstraite et philosophique, apparaît comme une grande et immense machine dont les mouvements réguliers et harmonieux produisent des milliers d'effets agréables. Comme dans toute autre noble et belle machine qui est le produit de l'art humain, tout ce qui tend à rendre ces mouvements plus fluides et plus aisés aura quelque beauté, et au contraire tout ce qui tend à empêcher ces mouvements déplaira pour cette même raison. Ainsi la vertu, qui pour ainsi dire polit finement les rouages de la société, plaît nécessairement, pendant que le vice, comme la rouille sans valeur qui fait grincer et frotter les rouages les uns contre les autres, déplaît nécessairement. Donc cette explication de l'origine de l'approbation et de la désapprobation, pour autant qu'elle est fait dériver de la considération de l'ordre de la société, conduit au principe qui donne de la beauté à l'utilité, principe que j'ai expliqué précédemment.
Et c'est de là que ce système dérive toute l'apparence de sa probabilité. Quand ces auteurs décrivent les innombrables avantages d'une vie civilisée et sociale sur une vie sauvage et solitaire, quand ils s'étendent sur la nécessité de la vertu et du bon ordre pour le maintien de la première, et qu'ils démontrent comment, infailliblement, la domination du vice et la désobéissance aux lois tendent à ramener vers la seconde, le lecteur est charmé par la nouveauté et la grandeur de vue que ces auteurs lui présentent. Il voit clairement dans la vertu et le vice une beauté et une difformité nouvelle qu'il n'a jamais observée jusque-là, et il est communément si ravi de cette découverte qu'il prend rarement le temps de réfléchir que cette considération politique ne s'étant jamais présentée à lui auparavant, elle ne peut vraisemblablement pas être le fondement de cette approbation et de cette désapprobation avec lesquelles il a toujours eu coutume de considérer la vertu et le vice. Quand d'un autre côté ces auteurs déduisent à partir de l'amour de soi l'intérêt que nous prenons au bien-être de la société, et l'estime que pour cette raison nous accordons à la vertu, ils ne disent pas que lorsque nous applaudissons la vertu de Caton et détestons la vilenie de Catilina, nos sentiments sont influencés par l'idée d'un quelconque bénéfice que nous recevrions du premier, ou d'un quelconque dommage dont nous souffririons à cause du second. Selon ces philosophes, ce n'est pas parce que la prospérité ou la corruption de la société dans ces nations et ces âges reculés seraient réputés avoir une influence quelconque sur notre bonheur et notre misère présent que nous estimons le caractère vertueux et blâmons le caractère déréglé. Ils n'ont jamais imaginé que nos sentiments seraient influencés par la supposition d'un bénéfice ou dommage quelconque qui rejaillirait réellement sur nous. Mais ils pensent que nos sentiments sont influencés par ce qui aurait pu rejaillir sur nous si nous avions vécu dans ces âges et dans ces nations éloignées, ou par ce qui rejaillirait encore sur nous si dans notre temps présent nous avions affaire à des caractères du même genre. En bref, l'idée que ces auteurs recherchaient confusément, mais qui n'ont jamais été capables d'exposer distinctement, était celle d'une sympathie indirecte que nous sentons pour la gratitude ou le ressentiment de ceux qui ont bénéficié ou souffert de tel caractère. C'était cela qu'il désignait avec imprécision quand il disait que ce n'était pas la pensée de ce que nous avions obtenu ou souffert qui nous inclinait vers l'applaudissement ou l'indignation, mais la conception ou l'imagination de ce que nous aurions pu obtenir ou souffrir si nous avions eu à agir en société avec de tels associés. Cependant, la sympathie ne peut être en aucune manière regardée comme un principe égoïste. Quand je sympathise avec votre chagrin ou avec votre indignation, on pourrait certes prétendre que mon émotion est fondée sur l'amour de soi, parce qu'elle naît de ce que je ramène avec moi, en moi, votre cas, de ce que je me mets dans votre situation et conçois ainsi ce que je pourrais sentir dans les mêmes circonstances. Mais quoi qu'on dise très à propos que la sympathie naît d'un changement imaginaire de situation, avec la personne principalement concernée, cependant ce changement imaginaire n'est pas supposé m'arriver dans ma propre personne et dans mon propre caractère, mais dans la personne et le caractère de celui avec qui je sympathise. Quand je vous exprime mes condoléances pour la perte de votre fils unique, pour faire mienne votre peine, je ne considère pas ce que moi, une personne de tel caractère et en telle profession, je pourrais souffrir si j'avais un fils et qu'il est, par infortune, disparu. Mais je considère ce que je souffrirais si j'étais réellement vous, et je ne change pas seulement de circonstances, mais aussi de personne et de caractère. Ma peine se réfère donc entièrement à votre point de vue, et pas du tout au mien. Elle n'est donc pas égoïste. Comment pourrait-elle être regardée comme une passion égoïste alors qu'elle ne naît même pas de l'imagination de quoi que ce soit qui puisse m'arriver ou se reporter à moi, dans ma personne et dans mon caractère, et qu'elle est entièrement préoccupée par ce qui vous arrive? Un homme peut sympathiser avec une femme qui est en travail d'enfant, bien qu'il soit impossible qu'il puisse se concevoir lui-même comme souffrance et douleur dans sa propre personne et son caractère. Pourtant, cette explication globale de la nature humaine, qui déduit tous les sentiments et toutes les affections à partir de l'amour de soi, et qui a tant fait de bruit dans le monde, mais qui pour autant que je sache n'a jamais été complètement et clairement justifiée, cette explication, dis-je, me paraît naître d'une incompréhension confuse du système de la sympathie. Des systèmes qui font de la raison le principe de l'approbation. La doctrine de Hobbes est bien connue pour prétendre que l'état de nature est un état de guerre,
et qu'il ne peut y avoir de société sûre ou paisible parmi les hommes avant l'institution du gouvernement civil. Selon lui, préserver la société revient donc à soutenir le gouvernement civil, et détruire ce dernier revient à mettre un terme à la société. Mais l'existence du gouvernement civil dépend de l'obéissance envers le magistrat suprême. À partir du moment où celui-ci perd son autorité, tout gouvernement disparaît. De même que la préservation de soi enseigne aux hommes à applaudir ce qui tend à favoriser le bien-être de la société et à blâmer ce qui est susceptible de lui nuire. De même, si ces hommes sont conséquents en pensée et en parole, le même principe doit leur apprendre à applaudir en toute occasion l'obéissance au magistrat civil et à blâmer toute désobéissance et rébellion. Les idées mêmes de ce qui est louable et blâmable doivent se confondre avec celles d'obéissance et de désobéissance. Les lois du magistrat civil doivent donc être envisagées comme les ultimes et uniques normes de ce qui est juste et injuste, de ce qui est bien ou mal. L'intention avouée de Hobbes, en propageant ces notions, était d'assujettir immédiatement la conscience des hommes au pouvoir civil et non au pouvoir ecclésiastique, dont il regardait la turbulence et l'ambition, instruit sur ce point par l'exemple de son époque, comme la source principale des désordres de la société. Pour cette raison, sa doctrine était particulièrement choquante pour les théologiens, qui ne manquèrent donc pas de passer leur indignation contre lui avec beaucoup d'âpreté et d'humeur. Cette doctrine était également choquante pour tous les bons moralistes, puisqu'elle suppose qu'il n'y a pas de distinction naturelle entre le bien et le mal, que ces catégories sont mobiles et changeantes, et qu'elles dépendent de la seule volonté arbitraire du magistrat civil. Elle fut donc attaquée par tous les camps et avec toutes sortes d'armes, par la raison modérée comme par des déclamations furieuses. Pour réfuter une doctrine si odieuse, il était nécessaire de prouver qu'avant toute loi ou toute institution positive, l'esprit est naturellement doté d'une faculté au moyen de laquelle il distingue dans certaines actions et affections les qualités du bien, du louable et du vertueux, et dans d'autres celles du mal, du blâmable et du vicieux. Il a été observé avec justesse par le docteur Cudworth que la loi ne peut pas être la source originelle de ces distinctions. À supposer une telle loi, il peut être bien de lui obéir et mal de lui désobéir, ou indifférent de lui obéir ou de lui désobéir. Que la loi pour laquelle il est indifférent d'obéir ou non ne puisse pas être la source de ces distinctions, voilà qui est évident. Pas plus que ne peut l'être celle pour laquelle il est bien ou mal de désobéir, parce qu'elle suppose toujours les notions ou les idées antécédentes de bien et de mal, ainsi que la conformité de l'obéissance à l'idée de bien et à celle de désobéissance à l'idée de mal. Donc, de ce que l'esprit a une notion de cette distinction précédemment à toute loi, il paraît suivre nécessairement que l'esprit dérive cette notion de la raison, cette dernière indiquant la différence entre le bien et le mal de la même manière qu'entre le vrai et le faux. Cette conclusion, quoique vraie sous certains aspects, est trop précipitée sous d'autres aspects. Elle était plus aisément recevable en un temps où la science abstraite de la nature humaine n'était qu'à son début, avant que les rôles et les pouvoirs distincts des diverses facultés de l'esprit humain ne fussent soigneusement examinés et séparés les uns des autres. Référence au titre et à l'introduction du traité de la nature humaine de Hume. Quand cette controverse avec Hobbes atteignit sa plus haute violence, on ne pensait pas que de telles idées pouvaient naître d'une autre faculté. À cette époque, l'idée selon laquelle l'essence de la vertu et du vice ne consiste pas dans la conformité ou le désaccord des actions humaines avec la loi d'un supérieur, mais dans leur conformité ou leur désaccord avec la raison, laquelle est ainsi envisagée comme la source originale et le principe de l'approbation et de la désapprobation. Cette idée devint la doctrine populaire. Que la vertu consiste dans la conformité avec la raison est vrai sous certains aspects, et cette faculté peut très justement être considérée en un sens comme la source et le principe de l'approbation et de la désapprobation, comme de tout jugement solide concernant le bien et le mal. C'est au moyen de la raison que nous découvrons ces règles générales de la justice par lesquelles nous devons régler nos actions. Et c'est par cette même faculté que nous formons ces idées plus vagues et plus indéterminées de ce qui est prudent, de ce qui est décent, généreux ou noble. Idées que nous avons toujours à l'esprit et selon lesquelles nous cherchons, autant que nous pouvons, à modeler nos lignes de conduite. Les maximes générales de la moralité sont formées, comme toutes les autres maximes générales, à partir de l'expérience et de l'induction. Dans une grande variété de cas particuliers, nous observons ce qui plaît ou déplaît à nos facultés morales,
ce qu'elles approuvent ou désapprouvent, et par induction, à partir de cette expérience, nous établissons ces règles générales. Mais l'induction est toujours considérée comme l'une des opérations de la raison. C'est donc de la raison qu'à proprement parler, nous dérivons toujours ces maximes et toutes ces idées générales, et c'est au moyen de ces dernières que nous réglons la plus grande part de nos jugements moraux, lesquels seraient très incertains et très précaires s'ils dépendaient entièrement du sentiment immédiat, qui est sujet à tant de variations et que des états changeants de la santé et de l'humeur sont susceptibles d'altérer si essentiellement. Puisque nos jugements les plus solides sur le bien et le mal sont réglés par des maximes et des idées dérivées d'une induction de la raison, alors on peut très bien dire que la vertu consiste dans une conformité avec la raison et que dans cette mesure, cette faculté peut être considérée comme la source et le principe de l'approbation et de la désapprobation. Mais bien que la raison soit indubitablement la source des règles générales de la moralité et de tous les jugements moraux que nous formons au moyen de celle-ci, il est totalement absurde et inintelligible de supposer que les premières perceptions du bien et du mal puissent en être dérivées, même dans ces cas particuliers d'après l'expérience desquels les règles générales sont formées. Ces premières perceptions, comme toutes les autres expériences sur lesquelles les règles générales sont fondées, ne peuvent pas être l'objet de la raison, mais d'un sens ou sentiment immédiat. C'est en découvrant dans une grande variété de cas que constamment une ligne de conduite plaît à l'esprit d'une certaine manière et qu'une autre lui déplaît que nous formons les règles générales de la moralité. Mais la raison ne peut rendre aucun objet agréable ou désagréable pour lui-même. La raison peut montrer que cet objet est le moyen d'en obtenir un autre qui est naturellement plaisant ou déplaisant, et de cette manière le rendre agréable ou désagréable en vue d'un autre objet. Mais rien ne peut être agréable ou désagréable en soi-même qui ne soit rendu tel par un sens ou un sentiment immédiat. Donc, si la vertu, dans chaque cas particulier, est plutôt nécessairement pour elle-même, et si le vice déplaît tout aussi nécessairement à l'esprit, ce ne peut pas être la raison, mais un sens ou sentiment immédiat qui, de la sorte, nous attache à l'une et nous éloigne de l'autre. Le plaisir et la douleur sont les grands objets du désir et de l'aversion. Or, ce n'est pas la raison qu'ils sont distingués, mais par un sens ou sentiment immédiat. Si donc la vertu est désirable pour elle-même, et si le vice, de la même manière, est objet d'aversion, ce ne peut être la raison qui distingue originellement ces qualités, mais un sens ou sentiment immédiat. Cependant, puisqu'à un certain sens la raison peut être justement considérée comme le principe de l'approbation et de la désapprobation, ces sentiments furent longtemps considérés par inattention comme découlant originellement des opérations de cette faculté. Le docteur Hutchinson eut le mérite d'être le premier à distinguer avec un certain degré de précision dans quelle mesure on peut dire que les distinctions morales naissent de la raison et dans quelle mesure elles sont fondées sur un sens et sentiment immédiat. Dans ses considérations sur le sens moral, il a expliqué si pleinement et à mon avis si indiscutablement que si quelque controverse demeure encore ouverte à ce sujet, je ne peux l'imputer à rien d'autre qu'à un défaut d'attention aux écrits de ce gentilhomme, ou à un attachement superstitieux pour certaines formes d'expression, une faiblesse qui n'est pas si rare parmi les gens cultivés, particulièrement dans des sujets aussi intéressants que celui-ci à propos desquels l'homme, de vertu, répugne souvent à abandonner même la convenance d'une expression à laquelle il a été accoutumé.